Il s'agit toujours que ce soit dans la méditation, dans les explorations, dans les questions-réponses, et finalement dans toute la vie, telle qu'on la connaît, il s'agit toujours d'une même question, d'une même, d'un même élan, d'une même agitation, d'un même intérêt. Et après avoir exploré un peu pas mal d'angles, de chemins, après avoir regardé les motifs, les motivations derrière les choses, on s'aperçoit que s'il y a une question qui reste, c'est bien qui suis-je? Ou que suis-je? C'est pas une question qui est forcément conscientisée en tant que telle, en quelque sorte. Il n'est pas toujours clair que toute la journée je me pose la question qui suis-je. En général, je ne me la pose pas du tout. Quand je regarde un tout petit peu derrière mon agitation, derrière ma tension, c'est-à-dire le fait de tendre vers quelque chose, que ce soit quelque chose à faire, que ce soit quelque chose à trouver, que ce soit quelqu'un à rencontrer, s'il y a une petite agitation en dessous, une tension, c'est que je tends vers quelque chose. Puis on s'est aperçu que cette tension ne s'en va pas vraiment, parce que quand on a trouvé la chose vers laquelle on tendait, la tension recommence vers une autre chose. On peut appeler cette tension je cherche. On peut appeler le non-arrêt de cette tension je ne trouve pas. Je cherche et je ne trouve pas. Mais je cherche et je ne trouve pas se solde par je cherche toujours, jusqu'à ce que j'ai trouvé. Je crois que je trouve ici, là. D'ailleurs, quand je trouve quelque chose, quand je trouve l'objet de ma quête, je sens une détente. Donc le mental me dit ça marche. Il faut trouver. Il faut trouver veut dire chercher est normal. Il faut chercher, il faut trouver. Mais quand j'ai trouvé quoi que ce soit, pourquoi est-ce que je me détends? Je me détends, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'arrête de tendre vers? Est-ce que c'est l'obtention de la chose qui fait que ça s'arrête? Qui fait que je me sens bien? Ou est-ce que c'est l'arrêt de la tension qui fait que je me sens bien? Alors à un certain moment, sur ce chemin de recherche, où on se dirige vers quelque chose, on commence à mettre en lumière l'identité de celui qui cherche et qu'est-ce qui est cherché. Les questions s'approfondissent. C'est la flèche de l'attention qui d'abord se tourne vers le chercheur, puis en quelque sorte se tourne vers elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette attention qui se dirige vers les choses, vers les objets? Cet intérêt. Et qui la dirige? On en arrive à ce genre de questions après.
Et on s'aperçoit qu'au cœur de tout cela demeure une question sans réponse. Qui suis-je? Qui cherche? Qu'est-ce que je veux? Qui est celui qui veut? C'est une question délicate puisque c'est la question que nous savons tous que nous nous posons depuis très longtemps. Elle n'est pas très à l'aise parce qu'on n'a pas de référence. On n'a pas de choses sur lesquelles s'accrocher véritablement. On sent qu'il y a une sorte de trou un peu béant là-dedans qu'on ne veut pas approcher. Pourtant, on s'aperçoit qu'on ne décide pas de grand-chose. Et à certains moments, pour certains organismes, la vie fait que ce message est entendu. La vie fait que ce message est résisté au début, puis entendu de plus en plus. Il traverse en quelque sorte les barrières de résistance, de peur, de trouble, d'insécurité. Cette question remet tout en doute, n'est pas du tout agréable, mais elle n'est pas agréable pour le mental, elle n'est pas agréable pour un mécanisme. Quel mécanisme? Chercher, trouver. On sait très bien qu'au fond de nous-mêmes, il n'y aura pas de réponse. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on puisse trouver. Tout ce que je peux trouver, c'est des objets. Éventuellement des objets conceptuels, des théories. On en arrive à trouver du sens, par exemple. Je suis conscience, je suis l'existence, je ne suis pas la personne. Et on s'arrête un petit bout de temps sur ces petites perles, sur ces petites pierres. Pourquoi? Parce qu'elles nous amènent une sorte de satisfaction. On a trouvé quelque chose. Mais plus on semble s'approcher de la vraie réponse, moins la satisfaction dure. Et c'est normal. La satisfaction de ce que je ne suis pas ne peut pas durer si ma recherche c'est qu'est-ce que je suis. Je sais que je ne suis pas une théorie. Je sais que je ne pourrais pas me rassasier avec des mots spirituels. Je sais que j'ai plus le choix. Je sais que je suis contre un mur, face à un mur, ou dos au mur, ça dépend. Donc là, on assiste à une sorte de basculement, une chose intéressante qui se passe. Tout mon système de référence, une fois de plus, le système de référence, il a à voir avec un mouvement qui tend vers quelque chose. Je tends vers quelque chose. Ça, c'est la vie telle qu'on la connaît, ou telle qu'on la connaissait. Pour cette vie-là, il y a une odeur de faillite dans l'air. Il n'y a plus grand-chose qui marche. Du moins, il n'y a plus grand-chose qui nous satisfait. Plutôt que de prendre le côté un peu dramatique de l'histoire, c'est tout à fait logique. Ce que je cherche ne peut pas être trouvé par ce mouvement vers. Donc, tout ce qui est construit autour, ou qui a pour base le mouvement vers, commence à s'écrouler. Pourquoi? Parce que l'intérêt qu'on lui porte, nous, cœur, qu'on lui porte, s'en va. Sans l'intérêt, ça ne peut plus tenir très longtemps. Sans observateur, l'observé s'en va. C'est la même chose avec tous les mouvements.
Et finalement, c'est la même chose avec le mouvement de base, c'est le mouvement de recherche. Le mouvement de tendre vers quelque chose. Donc d'un côté, on disait, il y a une faillite cuisante qui arrive, qui est déjà ressentie, qui a déjà été vécue, qui ne veut pas être vue totalement, parce qu'il y a encore des petites habitudes de s'accrocher à l'espoir de trouver quelque chose, même s'il est clair qu'on ne va rien trouver. Plutôt même s'il est clair que le mouvement qui tend vers ne va pas pouvoir s'accrocher sur quelque chose de satisfaisant. Ça fait bien longtemps que la bonne bouffe, le compte en banque, l'amour des autres, la reconnaissance, tout ça, bon, ça commence vraiment à s'écrouler comme perles sur le chemin. Donc d'un côté, il se passe ça, il se passe une sorte de faillite, un mouvement qui tombe dans le vide, mais parallèlement à ce mouvement qui va dans le vide, il y a autre chose d'un autre ordre qui se passe. On peut dire qu'il y a un côté très négatif, c'est-à-dire la fin d'un mouvement, la fin d'un espoir, la fin d'une identité, et quelque chose de très positif qui vient avec, parce que l'un ne peut pas venir sans l'autre. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou on sert tendre vers, ou on sert être. Et donc, plus tendre vers s'effrite, plus ce qui est se révèle. Donc on a deux choses assez épatantes face à face. On a une faillite et on a un sentiment de plénitude qui commence à montrer le bout de son nez. Ce passage, il est délicat parce il envoie aux archives tous les symboles de la réussite, tous les symboles de l'appropriation, tous les symboles de j'ai trouvé. Et ce qui est vraiment épatant, c'est que à mesure qu'il y a une faillite de trouver, la vraie réponse commence à se révéler. C'est un parfum, c'est une nouvelle certitude. Ce n'est pas une certitude mentale, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve. Quand je trouve quelque chose, je suis un sujet qui trouve un objet. Ça s'effrite, ça s'écroule, c'est vu comme tout à fait vide. C'est pas dans ce domaine-là qu'on va se rassasier maintenant. Il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental qui se révèle chez les uns, chez les autres, chez nous. Et on pourrait appeler ce qui se révèle je suis ce que je cherchais. Quand j'arrête de chercher, je m'aperçois que je n'ai pas besoin de trouver. Je n'ai pas besoin de trouver. C'est quand je m'aperçois que je n'ai pas besoin de trouver que l'énergie mise dans la recherche s'effondre petit à petit de façon tout à fait logique, sans aucune émotion, sans aucune histoire. C'est complètement mathématique. Puis dans ce passage aussi, on perd ses repères, on a l'habitude de s'asseoir sur quelque chose, on a l'habitude de se définir comme quelque chose, on a l'habitude d'attraper des quelque chose, c'est-à-dire d'objectiver la vie. On commence à sentir, réaliser, se rappeler que ce qui ne bouge pas et qui nous rassasie vraiment n'est pas une chose. C'est très délicat comme passage. C'est un passage d'allégeance ou d'intérêt. On passe des choses à rien du tout. Rien du tout, ça peut faire très peur. Mais uniquement
pour le mouvement mental de tendre vers quelque chose. Parce que rien du tout, là, c'est la fin de toute tension vers. Mais regardez, la fin de toute tension vers, c'est la fin de toute tension. C'est la fin de tout espoir, mais c'est la fin de tout désespoir aussi. C'est la fin de toute pression, c'est la fin de toute dépression. Mais cette fin est juste un effet de ce qui n'a pas besoin d'être trouvé. Et donc ce qui n'a pas besoin d'être cherché, même si la recherche a lieu. Alors là, on est non seulement... L'attention, c'est pas qu'elle est tournée à 180 degrés, elle est tournée sur elle-même, l'attention. D'où part mon attention? Rien que cette question fait que l'attention s'en va. On n'a pas trouvé quelque chose à zéro distance de nous-mêmes, à 180 degrés. Parce qu'il n'y a rien. À zéro distance de nous-mêmes, il n'y a rien. Et ensemble, tout de suite, on s'aperçoit que rien, c'est bien. Rien compris, ça fait mal. Parce que comprendre un rien, ça, on passe dans l'univers mental qui va traduire ce que ça veut dire rien. Et alors là, on a affaire à des images de rien, des trous noirs, de la mort, etc. Tomber, des choses romantiques, quoi. Mais on s'aperçoit que rien n'a pas besoin d'être défini, parce que c'est rien. On s'aperçoit que rien ou néant, c'est encore une définition. Rien, c'est l'absence de quoi que ce soit d'objectif. De quoi que ce soit qui commence, de quoi que ce soit qui s'arrête. Hier, avant-hier, on se posait la question avec ferveur, qui entend? C'est la même question que qui suis-je? Ou que suis-je pour les puristes? Ce qui avait l'habitude d'être déroutant, c'est qu'on n'a rien trouvé. Ce qui a de plus en plus l'habitude d'être détendu, c'est de voir que j'ai pas besoin de trouver. Je suis ce qui écoute, je suis ce qui entend, je le sais. C'est déroutant pour la mise en forme. Absolument déroutant pour la mise en forme parce que ce qui entend n'a pas de forme. Donc ce qui entend ne peut pas être dans une forme. Ça peut pas être une sensation, ça peut pas être dans un corps, par exemple, qui est une image et une sensation. C'est pas possible. Parce que toutes ces choses apparaissent à ce qui entend ces paroles maintenant. On voit bien que le feu de la question qui entend, il peut être tout à fait... il peut être fort, il peut être passionné, et c'est très bien. Mais à un moment, il s'écroule. Puisque ce qui entend est introuvable. Pourtant, c'est une évidence. C'est d'une solidité, ce qui entend. C'est toujours là, quoi. Mais c'est rien. C'est un rien qui entend. Même pas un rien. Parce qu'un rien, c'est déjà un petit quelque chose. C'est déjà une définition. C'est pas un rien. C'est rien du tout. C'est même plus léger que léger. L'insoutenable légèreté de l'être, elle est totalement insoutenable, en fait. Et insoutenable, c'est pas une chose. Comment voulez-vous soutenir rien? Comment voulez-vous attraper rien? Reconnaître rien? Trouver rien? C'est pas possible.
à la lumière de ce qui est réalisé de plus en plus, ce qui est senti, vécu surtout, il y a une compréhension claire et une compassion même pour le mouvement de recherche. Depuis que j'ai semblé devenir quelqu'un, c'est-à-dire m'exiler en quelque chose, il y a un problème. Je me mens à moi-même. C'est pas naturel. Tout ce que je fais, c'est pour essayer de pallier à ce manque, à ce mensonge, à essayer de me prouver que c'est vrai en fait, je suis quelque chose, je suis quelqu'un. Et puis voilà, ça marche pour un certain temps jusqu'à ce que ça marche plus. Pour certains d'entre nous, pour nous tous ici présents, ce matin, ça marche plus. Ça fait longtemps que ça marche plus. Mais il y a un passage qui peut être délicat. Alors, ce qu'on vient voir ensemble, c'est que c'est délicat uniquement pour la traduction, uniquement pour la définition mentale, uniquement pour la mise en perspective de ce que les choses veulent dire. Pour ceux qui entendent mes paroles maintenant, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de délicat. Difficile, délicat, c'est est-ce que je vais l'atteindre, est-ce que je ne vais pas l'atteindre, sur quoi je vais m'asseoir, mais est-ce que rien a besoin de s'asseoir quelque part? Est-ce que rien a besoin de se trouver? Et comme le rien dont je parle, c'est vous, c'est moi, c'est ce qui est conscient et vivant tout de suite, mais qui n'est pas une chose, à partir de cette perspective juste, c'est-à-dire, c'est ce que je suis, quoi. Qui me cherche? Qui essaie de m'objectiver? Pourquoi continuer à donner de l'intérêt à ce jeu qui n'est que souffrance? Est-ce que j'ai besoin de m'objectiver? Pourquoi faire? Pour me prendre pour une image et dire à d'autres images que je me suis trouvé? Pour avoir l'air d'une image souriante devant d'autres images? Pour être fier de mon flux de sensations qui est plus fluide qu'avant? On s'aperçoit que au cœur de nous-mêmes, on s'en fout complètement de tout ça, quoi. On a vécu la vie d'image, on a défendu l'image pour laquelle on s'est prise, pour laquelle on nous a dit qu'on était, et on a bien voulu jouer à ce jeu. Mais qui entend tous ces sons? Qui est présent et conscient tout de suite à tout ce qui se passe? On s'aperçoit qu'on ne trouvera jamais une réponse objective. Mais le passage délicat dont on parle, on peut l'appeler également le passage de l'évidence solide, c'est-à-dire de la preuve, de l'objet trouvé, à la douce évidence qui n'a pas besoin de se trouver. Je suis, je sais que je suis. Qu'est-ce qui, dans mon expérience, est conscient? Ce que j'ai l'habitude d'appeler un corps, dans mon expérience tout de suite, c'est éventuellement une silhouette qui arrive, une petite image de corps qui arrive tout de suite, en général assis. Bon, est-ce que ça, c'est conscient? Non, ça apparaît dans la connaissance directe, dans le vécu conscient, ça apparaît. Est-ce que la sensation qu'on peut appeler des jambes, est-ce que ça c'est conscient? Est-ce que ça me sait comme moi je le sais?
Sensation peut pas me dire bonjour, je trouve que t'es bien, t'es pas bien. Non, elle connaît rien du tout, la sensation. Donc une image n'est pas consciente. Je me suis pris pour une image. Mais là, on s'aperçoit que c'est pas possible. Même si on veut se faire croire, si on veut s'oublier, si on veut tendre vers le monde entier, on ne pourra jamais devenir ce pourquoi on se prend, c'est-à-dire une image. C'est pas possible, ou des sensations. Par exemple, qui entend, hop, la sensation ou l'image des oreilles, par exemple. Est-ce qu'une oreille est consciente? Des yeux, alors on peut avoir une image, une sensation, le globe oculaire, etc. On peut le sentir, on peut se faire tourner, etc. On peut se rapprocher de la sensation d'un œil, du nerf optique, etc. Est-ce qu'un œil et un nerf optique sont conscients? Est-ce que des choses dont vous êtes conscient peuvent être conscientes de vous? Peuvent être conscientes de vous? Est-ce que les bruits, là, la voix de Laurent, est-ce que ça c'est conscient? C'est-à-dire, est-ce que c'est doué de connaissance? Non. On s'aperçoit à partir de cette enquête que ce qui est doué de connaissance, qui n'est pas une chose d'ailleurs, est toujours là. C'est la constance absolue, ce truc. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est, c'est l'être-té des choses. Mais même avant les choses, si on reste sur le rien conscient, mais il est toujours là le rien conscient. Il peut y avoir des pensées qui viennent me dire, oui, mais alors il est là quand il n'est pas là quand je dors, etc. Mais ces pensées-là, est-ce qu'elles sont conscientes? Ce n'est pas, ce n'est pas une obtention intellectuelle ce dont on parle. C'est pour ça que ces paroles ne font que pointer vers un regard. Il suffit d'une seconde de regard pour voir que, mais c'est vrai que je suis rien du tout. Et non seulement il n'y a aucun problème, mais intrinsèquement il n'y a aucun problème. Et tout le monde de la sensation, des images, des autres et de moi, tout ça s'aligne sur cette véritable identité. Quand je me prends pour quelque chose, je vois beaucoup de choses et je suis en guerre, je suis en dualité, et ça va pas bien. Ça va pas bien parce que les autres me regardent mal, ou je les regarde mal. Ça va pas bien parce que c'est pas naturel. Rien se prend pour quelque chose. Ça peut uniquement se solder par de la peur ou du non naturel, parce que c'est du mensonge. Qu'est-ce qui, dans mon expérience, est conscient? La sensation de thorax, est-ce qu'elle est consciente? Fesse-chaise, contact, le pur tactile, fesse-chaise, est-ce que c'est conscient ça? Est-ce que comprendre ces paroles, est-ce que comprendre est conscient? Vous apercevez que vous savez quand vous comprenez, vous savez quand vous comprenez pas. Mais qu'est-ce qui sait ça? Mon intelligence doit être antérieure à comprendre ou ne pas comprendre. C'est pour ça qu'on s'en fout de comprendre ces mots. Ça passe par le mental, bon, très bien. Mais c'est pas un but en soi de comprendre ce qui est dit. Ces mots viennent du rien vivant et ne peuvent qu'y retourner. Et amener tout sur leur passage, c'est une façon de parler. C'est votre cœur qui est en train de parler. Il n'y a pas quelqu'un qui parle quand on s'aperçoit qu'on n'est rien. Il n'y a pas quelqu'un dans un corps qui parle, c'est une image. Les corps font leur truc, c'est des sensations, des images, avec des règles, des comportements, des conditionnements. Mais même quand on en parle comme ça, regardez la tendance qu'on a à rendre réel et à solidifier le monde de la matière, de ici, de là-bas, et hop, ça devient réel. Mais ça ne l'est pas. Si c'était réel, ça serait du solide
ça serait toujours présent, ça ne bougerait pas, ça serait le vivant et le conscient, parce que le réel est vivant et doué de conscience. Or, la seule chose vivante, c'est-à-dire en vie, la seule chose qui soit, ou qui est, et qui est douée de conscience, entend mes paroles tout de suite, entend tout le reste, est consciente de tout ce qui se passe, apparemment, de tout ce qui va et qui vient, et ça n'est pas une chose. Donc on dit c'est rien. Pour le mental, c'est rien. Est-ce que je peux localiser la conscience? Et je m'aperçois que tous les mouvements d'essayer de localiser, dans la tête, les petites flèches qui se retournent vers nous, etc., tout ça, j'en suis conscient. Je suis la réponse à cette question. Mais j'ai jamais été autre chose que conscient. Même les doutes, j'en suis conscient. On croyait que la conscience était un centre localisé dans une tête. On s'aperçoit que ce sens de la localisation n'est rien d'autre qu'une image à laquelle on croit. Vous avez vu, il y a une petite image qui est arrivée là. Hop, une petite localisation avec une silhouette de quelqu'un et une sensation qui va avec. Quand on vérifie de près, les sensations ne sont pas contenues dans des images. C'est une croyance, ça. D'ailleurs, l'attention dans l'instant, c'est ou une image ou une sensation. C'est jamais les deux à la fois. Mais quoi qu'il se passe, quoi qu'on défasse du monde et de la sensation, regardez que ce qui entend ces sons n'est absolument pas affecté. Comment est-ce que rien peut être affecté par quoi que ce soit? Est-ce que rien a envie de changer quoi que ce soit? Est-ce que la conscience respire ou est-ce que la conscience est consciente de la respiration? Y a-t-il une distance entre rien conscient, entre la conscience qui n'est pas une chose, qui est rien, et les sensations, les sons, les images? Non, il y a juste une immédiateté avec rien. Comme la conscience est nulle part, elle peut donc être partout à la fois. Mais c'est pas tout à fait ça qui se passe.
c'est que partout jaillit du rien et reste dans le rien. Après, c'est très difficilement compréhensible par le mental, il bug. Mais c'est pas grave du tout. On était juste là pour se rappeler que être rien, c'est tranquille. Et c'est tranquille parce que c'est naturel. Entendre n'a pas de forme, et pourtant entendre entend. Est-ce que ce qui entend fait du bruit? Alors on peut dire non, mais c'est pas satisfaisant, non. Parce que c'est un concept, non. C'est un son. Il peut être tout à fait juste comme son, ça peut être un concept tout à fait juste. Mais est-ce que je suis rassasié parce que j'ai raison, ou est-ce que je suis rassasié parce que je suis et je sais que je suis? Toutes les réponses, aussi justes, intelligentes, précises, parfaites, à la question qui écoute, toutes les réponses, sans exception, sont fausses.
Ce qui est vrai est plein, immédiat et direct. Ce qui est faux est passager. Ce ne sont que des mots, ça, un faux ou vrai. On est juste là pour goûter à un discernement actuel et vivant. Il se peut que le questionnement donne suite à une détente. Regardez que cette détente est plus que corporelle, c'est une détente qui est vivante. C'est une détente qui laisse la place à une immédiateté du vécu. Aller vers le rien, se réaliser rien, c'est permettre à tout d'être vécu immédiatement. Et en direct. Nisargadatta qui disait dans la connaissance je suis rien, dans l'amour je suis tout. Et ma vie aussi entre les deux. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, ou de voir, ou de vivre. On passe apparemment de rien qui laisse la place à tout. Puis après, même ces mots-là s'en vont. Reste une immédiateté, reste le vivant tout de suite, qui n'est pas conceptuel. Les concepts arrivent après. À quelle vitesse entendez-vous ces paroles? Est-ce que entendre ces paroles s'arrête là où ces paroles commencent? Non, même ça ne veut plus rien dire. Il y a juste ce qui est, une immédiateté vivante. On peut même enlever consciente, parce que ça a encore une référence à conscient de quelque chose. Trop immédiat pour être conscient de quelque chose. Qu'est-ce qui reste? Une immédiateté, un vécu, quelque chose de très plein. Rien et tout à la fois. Mais pas un rien ici et un tout là-bas. Ça, c'était juste pédagogique. Et finalement, la dernière chose importante à voir, c'est que quand on regarde au microscope comme ça, c'est que dans cette immédiateté, il n'y a pas le temps de prendre note de ce qui se passe. Le mécanisme de prendre note ou de remarquer ce qui vient de se passer, vous avez remarqué que remarquer c'est toujours par rapport à une petite mémoire, ce qui vient de se passer, je ne peux pas remarquer le présent. Je dois me représenter ce qui vient de se passer pour le remarquer. Vous voyez ça? C'est extra de voir ça. Ça veut dire que je ne peux jamais remarquer le tout de suite. Je ne peux jamais prendre note du tout de suite. Je ne peux jamais rendre des comptes, par exemple. Je pourrais rendre des comptes, c'est recréer un présent qui est déjà passé. Le figer et dire c'est ça qui se passe, mais c'est pas ça qui se passe. Ou du moins, ça se passe, mais ça se passe en pensée, en image. Il y a toujours un direct, un vécu direct avec les images. Mais pas avec les histoires des images. Parce que ça, c'est passé, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est tout de suite. Regardez l'impossibilité de prendre note de ce qui se passe, dans l'immédiateté. C'est là que se trouve le secret des secrets. J'ai pas le temps. Et comment je me sens avec ne pas avoir le temps de prendre note?
Est-ce que j'ai besoin de rapporter, de prouver, de montrer, de faire valoir? Ou est-ce que je peux remarquer que j'en ai pas besoin? Ou plutôt le vécu direct n'en a pas besoin? Quand ça s'en va, je m'aperçois que j'ai pas besoin d'être quelqu'un qui vit une vie. Il n'y a que tout de suite, immédiatement, en direct avec tout. Ni inclusif, ni exclusif. C'est la complète tout de suite.
N'hésitez pas s'il y a des questions.